Qui suis-je? Qui sommes-nous? Notre identité est souvent traduite par notre personnalité, qui est un mélange de nos caractéristiques émotionnelles, nos comportements et nos attitudes. Ils ont une base génétique, mais dépendent aussi fortement de l'épigénétique, ce qui est en dehors des gènes. Nos relations, nos expériences de vie, nos goûts, nos croyances, nos perceptions. Et tous ces paramètres sont fortement influencés par notre environnement, notre famille, nos amis, notre lieu d'habitation, travail, école. Et c'est l'ensemble de ces paramètres qui vont participer à la construction de notre personnalité, en façonnant notre perception de nous-mêmes et du monde. Selon Siegel, qui est un neuroscientifique, notre système nerveux tout entier va se façonner, ainsi que notre personnalité, à partir de 3 grands facteurs: l'attention parentale, les figures d'attachement et l'éducation. Notre personnalité est donc en grande partie influencée et construite par des paramètres extérieurs à nous-mêmes. Mais comment et pourquoi ont-ils un tel impact? On se rend compte par exemple du rôle de nos parents dans notre éducation, dans notre construction de nous-mêmes. Mais il y a une instance dont on oublie souvent le rôle, qui est pourtant très important. C'est l'école. Nous passons une bonne partie de notre vie à l'école, ou du moins une grande partie de nos journées dès le plus jeune âge. On ne peut donc pas nier qu'elle puisse avoir un impact sur nous et sur notre construction. L'école a été inventée de base pour répondre aux besoins de l'industrialisation. Les élèves étaient préparés pour faire des tâches qui étaient assez similaires les unes des autres. Depuis, le monde a évolué et l'école aussi. Pourtant, elle est toujours remise en question. Les rythmes scolaires, les notes, les méthodes d'apprentissage, les évaluations. Et toutes ces remises en question sont la conséquence de nos résultats à certains tests, certaines évaluations, comme le test PISA, qui évalue les différents systèmes éducatifs dans le monde. La France a un bon niveau, elle est dans la moyenne. Par contre, elle n'est pas connue pour le bien-être des élèves en classe. Et surtout, elle est l'un des pays où il y a le plus d'inégalités entre élèves. On peut se demander pourquoi l'apprentissage n'est pas synonyme d'épanouissement et pourquoi certains enfants ne se sentent pas bien à l'école. Toutes ces questions m'ont amené à devenir professeur des écoles. Et j'ai pu observer, grâce à mes élèves, de nombreux comportements. Et certains m'ont interpellée. C'est le cas d'Abi, un petit garçon de 7 ans. On m'avait présenté Abi comme un élève assez dur et violent. Dès le premier jour de la rentrée, j'ai laissé mes élèves s'installer librement en classe. Et j'ai remarqué qu'Abi, lui, s'est installé tout au fond, tout seul, et a même pris l'initiative de reculer sa chaise encore plus. Il était en train de s'exclure du groupe, de s'exclure de ses camarades, comme s'il ne trouvait pas sa place dans l'école. J'ai décidé de ne rien lui dire et de l'observer. Au bout de plusieurs jours, une bonne ambiance s'installe dans la classe, les élèves s'entendent très bien entre eux, et j'observe Abi qui, progressivement, avance de plus en plus sa chaise vers le devant de la classe. Et au bout de quelques jours, il se retrouve totalement devant moi, avec sa chaise. Et il me dit « Maîtresse, est-ce que je peux rester ici ?» Ma réponse fut plus que positive. Pour certaines personnes, ce n'est qu'un élève qui a déplacé sa table d'un point A à un point B. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Abi, qui s'était exclu du groupe dès le premier jour, avait de son plein gré pris l'initiative de se réavancer, de se réadapter, de se réintégrer dans l'école, comme s'il voulait laisser une seconde chance à cette institution. Les enfants, ils vont se construire à partir de nos propos. Ce que vous dites d'un enfant, il va le prendre pour la réalité, il va se construire à partir de ça. Nous avons un grand impact sur eux, et nous devons nous en rendre compte. Par exemple, Abi refusait de faire des mathématiques, parce qu'on lui a toujours répété qu'il était nul en maths. Ou alors, il avait du mal avec les activités collectives en sport, parce qu'il me disait que les autres élèves ne voulaient pas jouer avec lui, qu'il était trop violent. Ou même en écriture. Il me disait qu'il détestait écrire parce qu'il était gaucher et que les gauchers ne sont pas faits pour l'écriture. Autant de comportements qui l'empêchaient de s'épanouir et d'avancer dans son apprentissage. Mais en fait, tous ces comportements étaient la conséquence de croyances négatives qu'il entretenait à partir de lui-même. Et Abi n'est pas un cas rare et isolé. Dans une classe, il y a de nombreux élèves qui ont une mauvaise perception d'eux-mêmes et de leurs capacités. Mais d'où viennent ces croyances et ces perceptions? Elles viennent justement des figures d'attachement, les enseignants, les parents, parfois les camarades même. Tout ce que nous allons dire à l'enfant, il va l'utiliser pour créer sa réalité. Ils ne sont pas encore assez matures pour prendre du recul sur nos propos. Pour eux, un adulte ne peut pas se tromper. C'est pour ça que les enfants sont choqués quand la maîtresse fait une faute au tableau, par exemple. Nous agissons un peu comme des miroirs. Le reflet que nous leur renvoyons d'eux, ils vont l'utiliser pour se construire et se percevoir. Et plusieurs leviers psychosociologiques expliquent cela. Par exemple, l'effet Pygmalion.
En prenant de gros raccourcis, l'effet Pygmalion, c'est le fait que lorsque l'on pense ou croit très fortement en quelque chose, cette chose a tendance à devenir la réalité. Deux sociologues, Rosenthal et Jacobson, ont testé l'effet Pygmalion en classe. Ils se sont rendus dans un quartier défavorisé des États-Unis. Ils sont entrés dans une école où les élèves étaient en majeure partie en décrochage scolaire. Ils ont fait passer un test à l'ensemble des élèves. Et ont dit aux enseignants que c'était simplement pour tester le niveau de l'école. Seulement, avant de rendre les questionnaires et de rendre les tests aux professeurs, ils ont modifié un peu les résultats. Ils ont gonflé les notes de certains élèves en les faisant passer pour des élèves très doués. Et ils ont rendu les questionnaires aux professeurs. Ils sont revenus en fin d'année et ont fait passer un second test aux élèves. Ils ont comparé les résultats et ont observé que tous les élèves qui avaient été désignés comme très doués au début de l'année avaient en effet augmenté leurs résultats et avaient même gagné entre 5 et 25 points de QI de plus que leurs camarades. Alors comment expliquer cela? Les deux sociologues expliquent que le professeur, en pensant que son élève ou que ses élèves étaient très doués, a changé son attitude envers eux, son comportement. Il a modifié sa manière de leur parler, ses attentes, ses encouragements, et a même modifié les exercices qu'il leur proposait. Et tout ce changement a engendré chez l'élève un changement aussi, de sa perception de lui et de ses capacités. Il y a d'autres effets qui sont testables en classe. J'en ai testé un autre qui s'appelle l'erreur apprise. J'ai voulu voir si nous, en tant qu'enseignants, avions vraiment un impact sur le résultat des élèves juste avec nos paroles. J'ai fait passer un test à l'ensemble de mes élèves. Ils avaient tous totalement le niveau. Je leur ai dit en leur passant le test que c'était facile, qu'ils allaient très bien y arriver. Et les 24 ont réussi. La semaine d'après, le même jour et la même heure, pour éviter de biaiser les résultats, je leur fais passer un second test, de même niveau, exactement le même. Sauf que cette fois, je leur dis qu'il est super difficile, qu'ils ne vont pas y arriver, qu'ils vont rater. Résultat, quand 24 élèves avaient tout bon la première fois, cette fois, c'était seulement 18 élèves. Alors que s'est-il passé pour ces 6 élèves qui avaient totalement les compétences et les capacités pour y arriver, mais qui se sont trompés? Et bien justement, ce que je leur ai dit, les propos que j'ai tenus, ont été pour eux la réalité. Ils se sont appuyés dessus pour se comporter. Pour eux, dès le départ, avant même d'avoir le test entre les mains, c'était beaucoup trop difficile. Et ils se sont préparés à échouer. Et tout un système s'est mis en place dans leur cerveau. Hausse de cortisol, qui est l'hormone du stress. Sécrétion de noradrénaline, qui a pour conséquence de troubler la réflexion. Et encore pire que ça, un élève, lorsqu'il passe plusieurs minutes devant une erreur ou un échec, va encoder ce domaine d'apprentissage ou ce type d'exercice avec une empreinte négative en mémoire. Et chaque fois qu'il va être devant ce type d'exercice, tout le circuit va se remettre en place. Tous ces blocages, toutes ces peurs. Et cela va l'empêcher de s'épanouir, surtout de réessayer, de tester. L'erreur apprise a même été testée sur les animaux. Sur les éléphants, par exemple, lorsqu'ils arrivent dans les cirques, alors qu'ils sont tout petits, on les accroche au sol avec un petit piquet en fer. Ils essayent de se libérer une fois, 2 fois, 3 fois, et puis finissent par comprendre que c'est impossible, qu'ils n'y arrivent pas. Et du coup, des années plus tard, alors qu'ils ont largement la force pour se libérer du petit piquet qui les tient au sol, ils n'essayent même plus. Parce qu'ils ont appris, ils ont encodé que c'était impossible. Pour les élèves, c'est la même chose. Certains sont manipulés par leur perception. Ils sont manipulés par les propos que nous tenons, nous, figures d'attachement, parents, enseignants, camarades. Ils sont manipulés par leurs mauvaises expériences. Ils sont manipulés par leurs notes, par leurs erreurs. Mais du coup, est-ce qu'il existe des solutions? Est-ce qu'il existe des moyens de faire en sorte que les élèves se sentent mieux en classe, d'améliorer leur bien-être? J'ai décidé pendant un an de mettre une pause à l'enseignement en France et d'aller voir ce qui se passe un peu dans les autres pays, comment l'école s'organisait ailleurs. Et il y a certains pays qui m'ont un peu marqué. Ce que je retiens par exemple du Laos, c'est que lorsque les élèves parlent de leur école, ils en parlent comme de leur seconde famille, de la continuité de leur maison. Non pas pour le temps qu'ils y passent, mais parce que pour eux, l'école est un endroit pour s'épanouir. Ils s'y sentent vraiment bien. Le professeur m'explique qu'il met vraiment un point d'honneur sur le dialogue entre les enfants et le dialogue entre le professeur et les enfants. Pour lui, l'école doit être une porte pour découvrir le monde et se découvrir eux-mêmes. Ce que j'aurais appris en Finlande, par exemple, qui est le champion du bien-être d'ailleurs à l'école, et que l'erreur, là-bas, n'est pas perçue comme quelque chose de négatif. Du coup, les enfants ne sont pas angoissés, ils n'ont pas peur de se tromper. Ils essayent, et s'ils n'y arrivent pas, ils retentent. À Los Angeles, les apprentissages sont basés sur les neurosciences, qui sont l'étude du cerveau. Les enseignants ont conscience que tous les élèves ont un type d'intelligence différent. Et du coup, une manière d'apprendre, de réagir, de comprendre, d'analyser qui est différente.
Ils ne cherchent pas et n'attendent pas à ce que leur classe soit de niveau homogène. Ils ne cherchent pas à rendre tous les élèves similaires les uns des autres. Au contraire, ils mettent en lumière les différences des élèves. Et ils différencient eux-mêmes leur méthode d'apprentissage, leur support d'apprentissage. Ils mettent les enfants en petits groupes de niveaux différents pour qu'ils apprennent les uns des autres. C'est un peu la même chose en Thaïlande. En Thaïlande, la mentalité vraiment qui règne, c'est pareil. Que ce qui est bien à l'école, c'est que chaque enfant est différent. Et l'enseignant m'a dit que ce qui faisait la beauté de l'humanité, même pour lui, c'est que tout le monde était différent. Et que du coup, chacun avait une touche à y apporter. Il m'a parlé d'une citation qui m'a un peu marquée. Le clou qui dépasse est souvent celui qui attire le marteau. Sous-entendu que les élèves qui sortent un peu de la boîte, du moule, ou même de l'idée de l'élève modèle qu'on s'est faite, vont attirer sur eux les critiques négatives, les regards, les réprimandes, parfois même les sanctions, de la part de leurs enseignants, de leurs professeurs, ou même de leurs camarades, ou de leurs parents. Et tous ces processus vont avoir un impact sur les enfants. On peut se demander du coup s'il existe des solutions. Et elles sont très simples, ces solutions. Ce que j'aurais appris, grâce à ces différents enseignants, c'est que c'est nous qui avons les solutions entre les mains pour faire en sorte que les élèves se sentent mieux à l'école, pour améliorer leur bien-être. Et la première solution, c'est de changer la mentalité, l'idée, la perception que nous avons de l'école. De ne plus la voir comme une institution qui doit verser du savoir directement dans les enfants, mais de lui redonner son rôle d'accompagnateur. Accompagnateur dans la vie des enfants, accompagnateur dans la création de leur personnalité, dans leur épanouissement. Si vous deviez retenir une seule chose de ce talk, c'est que nous avons tous entre les mains les clés pour améliorer le bien-être des enfants. Et nous devons comprendre que nous avons tous un impact sur eux, grâce à nos mots, nos attitudes, nos comportements. Mais nous avons également un impact sur les autres, sur les adultes, mais aussi sur nous-mêmes. Il faut qu'on se pose la question de quelles croyances est-ce qu'on entretient à propos de nous-mêmes. Sont-elles positives, négatives? D'où viennent-elles? Et sont-elles légitimes? Et quels impacts ont-elles sur notre vie au quotidien? Le but de la vie, ce n'est pas de se trouver, de se chercher ou de se retrouver, mais plutôt de se créer, de s'inventer, de s'imaginer. C'est pour ça que nous devons laisser notre créativité, notre singularité, reprendre confiance en nous. Et tout ce rôle de créateur, c'est à nous de nous le réapproprier et de ne pas le laisser entre les mains des autres. Merci. Victoria! Bravo! Bravo. Allez, on repart.